30 jours, 30 livres, c'est le 21. Mais je triche parce qu'en fait 2 jours, c'est plutôt de la nuit que ça vient, tous ces trucs. Depuis le début, je savais que si je faisais ça, il y a un livre, c'était obligatoire que j'en parle. Ce bouquin n'a jamais quitté la proximité la plus immédiate de mon bureau. J'ai même gardé fait exceptionnel, mais c'était une sacrée belle réalisation. C'est imprimé sur calque transparent, la couverture avec un super beau graphisme, tandis que le livre, lui, est juste blanc. On n'a pas tous les jours des réalisations typo comme ça. Alors évidemment, c'est un livre qui est inaccessible. Et je vais vous dire pourquoi. Pas inaccessible. Là, je viens de regarder. Moi, on me l'a offert. On le trouve à entre 40 et 50 euros. Il y en a au moins 3 de cette même édition actuellement sur Hebooks, enfin en tout cas tous les trucs d'occasion sur Internet. Je me souviens qu'à l'époque, c'est Valère Novarina qui avait une résidence au théâtre d'Évreux. C'est l'époque où Claude Buchwald faisait ses mises en scène. Et c'est ce même théâtre d'Évreux, je ne sais pas pourquoi, qui avait pris l'initiative de cette réédition, Dominique Séban, du livre d'Étienne Binet, 1622, la première édition, 1637, celle qui a été utilisée ici. Vous voyez, à l'époque, il le vendait 220 francs. Pensez la spéculation que ça aurait pu être. Exemplaire numéro 346. L'édition originale de cet ouvrage, composé en Times Cordouze, imprimé à Breteuil-sur-Yqueon le 30 janvier 1987, a été tiré à 1000 exemplaires sur bouffant, numéroté de 1 à 1000, etc. Je ne savais pas que j'avais droit à un exemplaire numéroté de cet unique tirage à 1000 exemplaires, dont, je vous le répète, on peut trouver à 45 € si vous êtes fou des quelques exemplaires. Alors, est-ce qu'il est inaccessible? Non. Si vous entrez sur le web, puisque oui, définitivement, nos ordinateurs sont nos machines de lecture. Entrez essai, E2SAY, Binet, B-I-N-E-T, puis rajoutez merveille au pluriel, et vous verrez que sur Gallica, donc le site de la BNF, on a plusieurs éditions en fac-similé. Et là, vous allez vous noyer de beauté. Mais vous savez que la BNF a mis au point avec Hachette un système. Alors tout tient à un logiciel qui réinterprète les formats originaux des PDF et les adapte au format précontraint, comme ça, de l'impression à la demande, l'usine d'Hachette Maurepas. Et donc vous pouvez vous faire, je crois qu'il y a un catalogue maintenant de 20 000 ou 30 000, en tout cas c'est une réalisation extraordinaire, et vous pouvez vous faire imprimer. Alors évidemment la couve n'est pas très belle et tout ça, mais en même temps vous pouvez vous faire fabriquer votre essai de Binet. Fin du prologue, on y va. Qu'est-ce que c'est Essai sur les merveilles? Qu'est-ce que c'est? Ce type qui s'appelle Étienne Binet, et donc pas un d'eux et pas né de la cuisse de Jupiter, et qui remplit son livre sur ces merveilles de nature. Mais c'est quoi les merveilles de nature? Comment on fabrique du verre? Comment on forge une épée? Comment les types, depuis les tanneurs jusqu'aux derniers qui font des petites gravures ou les relieurs de livres, etc., travaillent le cuir ou travaillent l'or en feuille? Mais quoi? En ce début du XVIIe siècle, quelqu'un commet ce crime qui est que la littérature parle des gens ordinaires, que la littérature parle des métiers, que la littérature parle des choses. Eh bien, ça fait depuis 1722 à maintenant, ça fait quoi? Ça fait bientôt 400 ans qu'Étienne Binet n'appartient pas à la littérature pour ces raisons. Et pourtant, quand on l'ouvre, la façon de l'émaillerie, j'ai plein de petits post-it dans ce bouquin tellement je l'aime. De l'or battu en feuilles, la veine et la mine dont se fait le bronze. L'autre calamine se fait au fourneau, du plus subtil de la bronze qui s'en va amont avec la flambe et demeure attachée aux voûtes des fourneaux. On trouve la plus subtile à la bouche des fourneaux, que les fondeurs appellent fleur de calamine pour ce qu'elle est brûlée, et si légère qu'elle est comme fleur de cendre. L'autre qui demeure attachée aux voûtes des fourneaux est faite en grappe. Les fondeurs l'appellent lope simple ou lope sans crasse. La lope de la tierce espèce, la plus pesante de tous, demeure attachée aux
aux côtés des fourneaux et retire plutôt à une croûte qu'à une pierre ponce. Du fait de l'imprimerie, on ne saurait dire l'obligation que le monde a, tant à celui qui a inventé cette façon d'imprimer à la Chine qu'à celui qui, de là, nous l'a porté en Europe, ou bien l'a inventé de sa tête. Les grosses librairies autrefois, n'était que pour les rois et les riches maisons. Maintenant, à la faveur de la presse qui roule si aisément, tout le monde a moyen d'avoir un monde de livres et jouir des travaux d'une infinité de beaux esprits, travaux qui autrement seraient ensevelis dans le cabinet où ils avaient pris naissance. Un seul homme, en un jour, fera plus de besogne sans faire nulle faute et quasi se jouant en toutes sortes de langues et de professions, ne faisant que tirer, pousser et enivrer les lettres enchâssées et d'un seul tour de bras que 100 hommes jadis n'eussent su faire ensemble, faisant 1000 fautes dont ils ont corrompu les manuscrits anciens. Le verre, on l'affine si bien qu'on le prendrait pour cristal, qui est allé cacher dans le sein du sable et du gravier cette liqueur si éclatante et ce beau trésor de glace qui fait que dans l'eau gelée on boit le vin qui rit, se voyant enfermé dans le sein miraculeux de son ennemi mortel, l'eau façonnée en coupe et en 100 000 figures. C'est un livre inépuisable, mais le crime est inépuisable. Il a fallu Francis Ponge. Né en 1899, qui de 1927 à 1935, donc de ses 28 ans jusqu'à ses 36 ans, se voit opposer un refus permanent de tous les éditeurs de publier un livre qui s'appelle « Le parti pris des choses ». Et ce Ponge, au lieu de faire comme tous les autres, dire « bon, j'écris autre chose », non, il écrit, vous savez, les justifications, les proèmes, ce pourquoi il a écrit ce parti pris des choses. Et depuis Francis Ponge, et ça n'a pas été simple, ça s'est pas fait d'un seul coup, les peintres ont d'abord aidé Francis Ponge. Nous, on sait ce qu'on doit à ceux qui ont franchi ce tabou, que la littérature, c'est pas la bourgeoisie, c'est pas parler des histoires cucu-pralines, mais que c'est affronter notre destin d'homme. Mais aujourd'hui, Étienne Binet n'est toujours pas disponible aisément. Aujourd'hui, Étienne Binet est toujours considéré comme n'appartenant pas à la littérature française. Au lieu de ça, regardez ces crevards ou ces connards qui perdent leur temps avec nos sous à l'Académie française, le cul bordé de nouilles, comme dirait qui? Bergogneau ou Michon, ou l'un des deux, on s'en fout. Les livres qui vous remettent dans la tête en permanence qu'il y a possiblement dans chaque moment de la littérature un crime d'exclusion. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime Bossuet, par exemple. Il nous fait doublement du bien. Du bien parce que la phrase est belle et qui nous ouvre au métier, à la main, au travail, dans le fond de la terre, dans les mines, dans le plus élaboré de l'orfèvrerie, de la joaillerie, de l'imprimerie, de la reliure. Et en même temps, on est dans la tête de quelqu'un du XVIIe siècle qui ne sépare pas le travail humain du travail que fait la nature. Regardez, je finis avec le citron. Le citron. Chapitre 36. Le citronnier a la feuille d'oranger toujours verte, les branches flexibles, revêtues d'écorce verdâtre et épineuses. Ses fleurs sont purpurées en forme de clochettes embaumées, du milieu pendent de petits filets. Il est toujours meublé de fruits. Les uns naissent et se mettent au monde, les autres se poussent à la maturité. Les autres sont de cueillette et prêts à tomber pour faire place aux autres. Les citrons, gros comme melons, ne sont pas si bons au goût que les petits. Ils sont plus requis des apothicaires à cause qu'ils ont plus de chair pour confire au sucre. La peau est d'or raboteux, ridée, inégale et bossetée. Ils sont longués, d'écorce charnue et épaisse, d'odeur fort suave. La moelle sous la peau est aigre, pleine de jus, omitant la graine comme grain d'orge, vêtue d'une écorce dure, amère au goût, mais bonne contre le poison. Et les morsures de serpent ne nuisent aucunement quand on en a mangé. Elles tranchent la mélancolie et confortent le cœur, comme aussi le fruit mangé cru. La semence toutefois n'est pas bonne à manger. Étienne Binet, essai des merveilles de nature et des plus nobles artifices. Édité par le Théâtre d'Évreux en 1987, mais faites le voyage via Gallica, BNF. Je vous mets le lien juste en dessous. Quant au mien, il n'est pas à vendre. À demain.